Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast myplanet.com. Alors on va faire un petit topo pour essayer de mieux comprendre la gamme des puces Apple Silicon M1, M2, M3, M4, M5. Donc on va rester un petit peu générique. Donc on va rester vraiment sur les gammes M1, M2, M3, M5. On ne va pas rentrer dans le Pro ni dans le Max. Juste expliquer un petit peu les gains de performance, les profils d'utilisateurs, c'est-à-dire à qui se destine tel ou tel Mac doté de telle ou telle puce, voilà. Et puis voir un petit peu par rapport aux gains de performance, comment dirais-je, quelle puce il faut vraiment choisir et s'il faut changer de puce et à quel moment, puisque au final, c'est ça. Alors la gamme d'Apple, elle est extrêmement dense et elle est devenue au fil des années très compliquée. On a commencé en 2020, on a quitté l'architecture Intel pour passer à l'architecture ARM, donc ARM, en 2020 avec le M1. Puis ensuite, on a poursuivi avec le M2 en 2022. En 2023-2024, on va dire en charnière, on a poursuivi avec le M3. Puis en 2024-2025, le M4. Et récemment, on est parti sur le MacBook Pro M5 et on attend prochainement le MacBook Air M5. D'accord, donc c'est une gamme très dense, d'autant que lorsqu'on choisit un Mac avec une puce Apple Silicon, il y a plein de variantes. On peut choisir plus de cœur, plus de mémoire, plus de SSD. Donc l'utilisateur final, il a beaucoup de mal à trancher et à choisir finalement entre toutes ces puces, si je puis dire. Voilà. Et puis Apple nous a habitués à une cadence, une montée en puissance annuelle qui est relativement soutenue. Parce que tous les ans, quasiment, hein, on va dire tous les 12, entre 12 et 15 mois, on a une nouvelle puce qui apparaît. Donc, alors on a l'impression, dès qu'on achète un Mac, on va dire, j'achète un MacBook Air M3, un an après sort le MacBook Air M4, puis un an après le MacBook Air M5, on a l'impression que les produits sont vite dépréciés, ou qu'on ne dispose pas de la dernière technologie ou de la pleine puissance. Alors qu'en fait, on va voir, c'est totalement faux, puisque les gains de performance, même s'ils sont significatifs, comment dirais-je, ne sont pas aussi mesurables que ça. Voilà, donc ça ne nécessite pas un changement annuel, voire, tu vois, ça nécessite pas un changement annuel, voire plus fréquent, c'est ça que je veux dire. Donc ça, c'est vraiment pour exposer un petit peu le pourquoi du comment. Alors, maintenant, ce qu'on va voir, c'est il y a une espèce, comme je l'ai dit, de course aux chiffres. C'est devenu un rituel, à chaque keynote, on a des superlatifs, des belles courbes de performance, et que voilà, jusqu'à 30% de plus rapide, et jusqu'à 25% de plus rapide. Chaque année, c'est la course, vraiment, c'est la course à l'échalote, quoi. Hein. Vraiment, c'est, voilà. Ouais, mais 30% de quoi? 30% d'ouverture de tableur, de fluidité sur Safari. Donc on est passé du changement qui se ressent au changement qui se mesure, à la décimale près. Mais est-ce que, concrètement, l'utilisateur mesure la performance en rapport avec le discours commercial d'Apple? J'en suis pas si sûr. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment rester très vigilant et très attentif aux produits, aux spécifications techniques et surtout à vos usages. Alors, donc, on est passé donc sur l'évolution en accéléré. Donc, comme je le disais, voilà, on fait un petit rappel comme ça, un petit rappel express. Donc, en 2020, je l'ai dit tout à l'heure, ça a été une révolution, puisqu'on est passé à la puce Apple Silicon, rapide, silencieuse, efficace. Pas de ventilateur dans les Mac, hormis les MacBook Pro, bien sûr, et les iMac, mais il n'y avait aucune ventilation sur le MacBook Air, donc on travaille dans un environnement totalement confortable, puisque pas de ventilation, c'est vraiment super, quoi. Alors, on peut travailler sans musique, on n'entend pas son ordinateur travailler. Suite à ça, on est passé au M2, on a gagné un tout petit peu plus de souffle. Ensuite, nous sommes passés au M3. Alors là, très important, puisque c'est une période vraiment importante, puisqu'on est passé d'une gravure de 5 nanomètres à une gravure en 3 nanomètres.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire donc le passage du 5 nanomètres au 3 nanomètres, je vais vous le dire. Mais d'abord, on va parler ensuite du M4 et M5, qui sont arrivés dernièrement. Et là, qu'est-ce qu'on gagne? On parle plus d'intelligence artificielle, plus de neural engines. Voilà. Impressionnant sur le papier, mais dans la vraie vie, dans la réalité, qu'est-ce qu'il en est? Alors, le passage, comme je l'ai dit, de la gravure du 5 nanomètres en 3 nanomètres, vous vous demandez sûrement qu'est-ce que ça apporte, puisque finalement, la période charnière, la période la plus importante, c'est du passage donc du M2 au M3. À partir du M3, on est passé en 3 nanomètres. Et qu'est-ce que ça apporte finalement? Parce que tout le monde en parle de la gravure en 3 nanomètres, mais personne détaille vraiment les avancées et les apports de ça, au final. Alors, ça veut dire que les transistors sont plus petits, plus rapprochés sur la puce, donc à partir de la M3, de la M3 à la M5, et ça change plusieurs choses. D'abord, on a plus d'efficacité énergétique. Chaque transistor consomme moins d'électricité, donc la puce, elle chauffe moins, et donc elle tient mieux la batterie. L'autonomie batterie s'en voit améliorée. Ensuite, la performance par watt, c'est-à-dire qu'à puissance égale, elle dépense moins d'énergie, ou bien à consommation égale, elle peut aller plus vite. Donc ça, c'est encore le deuxième apport du passage au 3 nanomètres. Et au niveau de la densité, plus de transistors dans le même espace, ça signifie quoi? Qu'il y a plus de cœurs, plus de caches, plus de circuits spécialisés, le GPU, plus d'IA, etc. Donc c'est ça aussi. Et bon, alors, je ne parle pas des inconvénients du passage du 5 au 3 nanomètres, mais vous comprenez très bien que, en termes de fabrication, c'est beaucoup plus cher à produire, qu'il y a plus de pertes, il y a plus de rebut quand on fait en termes de fonderie, voilà. Plus de contraintes de gravure, voilà, un rendement plus bas. Voilà, c'est comme ça. Donc il y a beaucoup d'avantages du 5 au 3 nanomètres, mais il y a aussi quelques petits inconvénients que vous ne les verrez pas. Hein. C'est en matière de productivité, on va dire. Hein. C'est pour le fondeur, pas pour vous. Donc aussi, ce qui est important de comprendre, c'est que le passage du 5 au 3 nanomètres, il apporte souvent entre 10 et 20% de performance en plus. Autrement dit, 25 à 35% d'efficacité énergétique, aussi en mieux. Donc, il n'y a que du mieux. Mais il y a peu de différence visible sur votre usage, si vous ne poussez pas la machine dans ses retranchements. Ce que la plupart des gens ne font pas, finalement, puisqu'ils ont un usage relativement basique, sauf exception, évidemment. Donc, voilà. Mais c'est une performance quand même de passer en 3 nanomètres. Et pourquoi j'insiste sur le passage du 5 au 3 nanomètres? Parce que c'est quelque chose d'important. Si vous comptez acheter votre premier Mac Apple Silicon, je vous le dis, il va falloir je vous conseille d'emblée de commencer à partir de la puce M3. De même pas envisager les M1 et M2, puisque vous allez vraiment avoir un vrai gain. Avant de passer dans les profils utilisateurs, donc dans la description des profils utilisateurs, je vais aussi vous parler d'autre chose. Je vais vous parler du gain de performance d'une puce à l'autre. D'accord? On va voir un petit peu aussi là ce qu'il en est. Alors, moi, ce que j'ai mesuré, donc de 2020 jusqu'à 2025, alors, la puce de référence, c'est la puce M1, qui possède 8 cœurs CPU. D'accord? Alors, à partir, le gain de performance entre le M1 et le M2, il est de 15 à 20%. D'accord? Performance CPU et performance GPU, donc graphique, 25 à 35%. Quand je parle de performance graphique, c'est pour le jeu, la 3D, le montage vidéo, etc., etc. Le rendu, voilà. Donc les deux sont importants. Les performances processeurs, CPU, et les performances graphiques. Il faut surveiller ça. Donc du M1 au M2, on a gagné en performance CPU 15 à 20% et en performance GPU 25 à 35%. Du M2 au M3, on a gagné entre 30 et 40% de perf CPU et 30 à 50%. Vous voyez un peu l'écart en termes GPU. Donc vous voyez, la charnière, elle se joue vraiment au niveau du M3. Donc, où je vous ai dit tout à l'heure, c'était du 3 nanomètres. C'est là où on a vraiment eu un gain significatif. Le vrai gain, il a commencé à partir du M3.
Ensuite, du M3 au M4, on a gagné entre 15 et 30%, selon les configs, hein, plus ou moins, hein, c'est plus ou moins. Et en termes de performance GPU, on a gagné entre 20 et 40%, ce qui est aussi pas mal, sympa. C'est pas un gros écart, mais c'est quand même sympa. Enfin, pour le M5 qui est sorti récemment, donc du M4 au M5, on a gagné entre 10 et 25% de perf CPU et une fréquence du CPU un petit peu augmentée aussi, à noter. On peut monter plus haut en mégahertz, voilà. Donc, et en plus de vitesse, hein, la cadence. Et ensuite, en termes de GPU, du M4 au M5, on a gagné entre 15 et 40% de performance. Voilà, donc c'est assez significatif. Alors, pourquoi je vous ai abreuvé avec toutes ces informations techniques? C'est pour bien vous montrer que chaque puce, même si elle porte le nom de celui qui la précède, hein, M1, M2, M3, M4, M5, ben, elles ont bien des puissances différentes, elles ont bien une consommation énergétique aussi différente, et elles ont bien des apports différents. Ce qui fait qu'on peut en déduire qu'elles auront un profil d'utilisateur différent. Voilà, la technique au service de l'homme, on va dire, pour faire court. Et pour faire bien, parce que c'est sympa. Alors ensuite, je vous ai parlé de l'évolution. Là, je vais vous parler des profils d'usage, parce que finalement, c'est un petit peu ce qui nous intéresse. Parce qu'un ordinateur, c'est pas seulement une fiche technique. Hein. Les fiches techniques, tout le monde peut en pondre 20, 30, 40, 100, mais si personne ne comprend rien, ben les fiches techniques, ça reste des fiches techniques, ça ne sert à rien. Il faut savoir les décrypter et savoir pourquoi telle information, telle caractéristique technique, et à quoi elle renvoie. Donc la fiche technique, c'est un outil. Alors voilà, on va voir un peu ce que ça change, et on va essayer de définir des profils par rapport aux puces, d'accord? Donc c'est vraiment l'idée. Alors moi, ce que j'en ai un petit peu déduit, hein, de fait de mon expérience et de ce que je vois par rapport à l'évolutivité de la puce, c'est que pour un usage, on va dire, profil étudiant, on va dire, parce que c'est profil bureautique étudiant, j'appelle ça le profil bureautique étudiant, et là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec la puce M1, la première? On va pouvoir faire du Word, LibreOffice, OpenOffice, hein, on se comprend, du traitement de texte, la bureautique de base et de la bureautique avancée. On va pouvoir faire du Zoom, Netflix, Prime, HBO, hein, tous vos abonnements vidéo, vous allez Disney, Apple TV, etc. Bon bref, vous allez pouvoir regarder des vidéos, votre courrier électronique avec Apple Mail ou avec un autre client de messagerie. Voilà, des choses comme ça. Donc des usages basiques, mais qui correspondent à la réalité, puisque la plupart des gens, c'est ce qu'ils font. Donc le M1, usage bureautique étudiant, je l'ai appelé. Donc il n'y a rien de glamour, on va dire, mais c'est 90% du quotidien, et j'ai les tâches que font la plupart des gens, finalement, si vous regardez bien. Sans oublier, bien sûr, la navigation Internet, hein, je ne l'ai pas dit, mais ça me paraît tellement évident, voilà. Donc surfer sur Internet, faire de la bureautique, regarder un peu de vidéos, écouter de la musique, tout ça, on peut déjà tout faire avec le M1 à une bonne échelle, on va dire. Et tout est fluide. Hein. J'ai pas parlé du jeu, parce que oui, on peut jouer avec le M1, c'est vrai, on peut faire des jeux vidéo, mais c'est des jeux vidéo, des jeux Steam, on va dire, sur Steam, que vous allez acquérir sur Steam, la plateforme de téléchargement. Vous allez pouvoir jouer, mais on peut jouer à pas mal de jeux d'aventure, des point and click. Non, il y a pas mal de jeux qui vont passer sur le M1. Hein. C'est pas seulement une petite machine bureautique. Ça aussi, je tiens à le dire, parce que j'en ai eu un, et je sais de quoi je parle. Alors, mais si vous avez un M1 aujourd'hui et que vous vouliez passer à une autre puce, il faut pas aller du M1 au M5, hein, sauf si vraiment vous aimez les chiffres. Mais dans les faits, si vous faites du Word, vous continuerez à faire du Word, que ce soit un M1 et M5. Ça ne va rien changer. Mais si vos usages ont changé et que vous êtes sur un M1, là, ça vaut le coup de passer du M1 au M3, M4 ou M5. D'accord? Si vos usages ont changé, seulement. Mais si vous avez les mêmes usages, vous pouvez rester sur la puce M1. Ça ne changera rien. Une bonne autonomie de batterie, pas de stress, tout se passe très bien avec le M1, croyez-moi. Premier profil, on l'a un petit peu ébauché.
Deuxième profil, bah, c'est le profil, je prends un peu des profils un petit peu, comment dirais-je, c'est un petit peu des cas d'école, hein, des profils un peu classiques, mais je sais que c'est souvent ce qui revient dans la tête des gens, et c'est ce qui parle aux gens finalement. Donc le profil bureautique, le profil monteur vidéo. Alors pour le profil montage vidéo, je préconise le M1, mais le M1 avec au moins 16 Go de RAM, hein, 16 Go de mémoire vive, hein, pas le M1 avec 8 Go, 16 Go. Donc je préconise le M1, le M2 ou le M3, avec 16 Go de mémoire au minimum, même 24 hein, si vous pouvez. Donc ça peut largement faire l'affaire si vous utilisez Final Cut, moi j'utilise, hein, DaVinci. Voilà, donc vous allez avoir des performances significatives, donc plus ou moins rapides, hein, entre le M1 et le M3, pour exporter vos projets, pour encoder vos projets. Pas de bruit de ventilateur si vous avez des MacBook Air seulement, parce que les autres, il y a des ventilos. Et la vraie bascule, elle va se faire vraiment sur les formats lourds, multicam, ProRes, voilà, RAW. Donc c'est quand même intéressant. Donc du M1 au M3, on peut largement faire du montage vidéo. Ah, bien sûr, si vous allez au M4, M5, vous allez le faire a fortiori encore mieux. Mais je vous dis que la charnière, toujours, c'est le M3. Voilà, avec un M3, on peut déjà bien travailler un montage vidéo avec une certaine fluidité. Hein, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on va gagner si vous avez les moyens, si vous avez envie de prendre un M5 pour le profil montage vidéo, vous pouvez prendre un M5. Vous allez gagner, on va dire, quelques cafés par jour. Voilà, en temps de traitement. Voilà, vous allez gagner peut-être une dizaine, quinzaine de minutes par jour sur votre productivité. Donc voilà, donc vous n'allez pas rester devant la barre de progression à attendre trop longtemps que les applications d'effets spéciaux, des filtres se mettent en place. C'est plus ça qu'on gagne. Mais c'est pas, vous n'allez pas gagner 3 heures de productivité sur une journée. Hein. C'est peut-être 10, 15, 20, 25 minutes au grand maximum, on va dire, entre la puce M1 et M5. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc pour le profil montage vidéo. De toute façon, si vous faites du montage vidéo, vous savez que ce qui est important, c'est la RAM, la mémoire vive. Donc il faut armer, que ce soit un M1, M2, M3, il faut armer votre config en mémoire vive pour pouvoir travailler le plus possible en mémoire vive. Et voilà, il n'y a pas trop de swap et tout ça. Voilà. Bon. Ensuite, troisième profil que j'ai pu un petit peu comme ça extraire, on va dire, c'est le profil développeur. Bah, alors celui-là, vous connaissez. Hein. Alors, pour coder, c'est la puissance qui compte. Surtout pour compiler ou pour faire tourner un Docker. Alors, la puce M1 a fait le job, mais c'est limité en termes de virtualisation. Ça, il faut le savoir. Donc, je vous conseille plutôt, si vous avez le profil développeur, de vous tourner vers le M3, M4 ou M5. Donc, on démarre directement du M3, M4, M5. Pas la peine d'aller au M2. On passe directement en 3 nanomètres, du M3, M4, M5. Ça permet d'ouvrir 10 fenêtres de plus sans essouffler la machine. Un bon CPU avec beaucoup de cœur, il n'y a pas de problème. Le développement M3, M4, M5, c'est ça qu'il faut choisir en termes de puces pour le développement. Ensuite, autre profil, le profil, on va dire, créatif 3D, IA, puisque tout le monde s'y met un petit peu maintenant. Voilà. Alors là, la montée en gamme, là, elle fait sens. Là, il est très important de pouvoir monter en gamme, si vous en avez l'opportunité financière, et puis voilà. Donc, je pars du principe, bon, bien sûr, inutile de vous dire, hein, si vous êtes sur une config en Intel, inutile de vous dire que du M1 au M5, vous allez sentir un boost phénoménal. Donc, mais autant commencer d'emblée pour le profil créatif 3D et profil IA, autant commencer d'emblée sur du M4, M5, avec du Neural Engine boosté, un rendu accéléré, une génération d'images vraiment qui est super puissante, des modèles IA locaux, donc voilà. Donc c'est vraiment le profil pour que la phrase 30% plus rapide signifie quelque chose, on va dire. Puisque Apple nous le ressort à chaque gamme, hein, entre 15 et 20%, entre 20 et 30%. Là, si on vous dit que c'est 30% plus rapide, c'est vrai. Et vous allez le sentir par rapport à ce type d'usage. Donc Creative 3D, on y va, on se lance M4, M5. Pas de problème. Donc là, vous allez vraiment le sentir avec des GPU vraiment performants qui vont vous aider en IA. Là, on peut y aller là-dessus. D'accord ? Ensuite, autre profil, donc
Ben, après, j'ai pas, bon, je peux faire autant de profils que je veux, hein, ça c'est pas important. Mais vraiment essayé de dresser quelques profils types, hein, même archétypes, même, on va dire. Mais bon, bref. Mais après, j'ai pas précisé, mais pour tout ce qui est traitement graphique, traitement de photos, n'importe quelle puce fait l'affaire. M1 à M5, n'importe laquelle fait l'affaire. Si c'est votre usage, pas de problème. Si vous créez des sites web, pas de problème. Vous démarrez aussi à partir de la puce M2, par exemple. Création de site web, HTML, même le M1 fait l'affaire. Mais c'est mieux de commencer en M2 avec 16 Go toujours. Voilà. Et si vous cherchez une machine qui est vraiment, comment dirais-je, polyvalente, mais à tous les niveaux, hein. Que ce soit pour le jeu, le montage vidéo, le traitement audio, donc une vraie machine polyvalente, puisque si vous avez des usages divers et variés, hein. Vous ne faites pas que du monotage, vous ne faites pas que du montage vidéo, vous ne faites pas que du jeu vidéo, vous ne faites pas que de la bureautique, vous faites un peu de tout, un peu comme moi, on va dire. On touche un peu à tout, puisque on est dans le créatif, on crée du contenu, voilà, on est sans arrêt en train de retoucher, d'améliorer, etc. Ben là, je vous conseille d'acheter en occasion, de débuter à partir de la puce M3. Alors, entre la M3 et la M4, la différence de prix, elle est très peu notable. Donc, si vous pouvez commencer entre le M3 et le M4, vous allez pouvoir tout faire. M3, M4. Et là, vraiment, on est bien. En 13, 14, 15, ou 15 pouces, hein, voilà, ou 16 pouces, si vous voulez un modèle Pro 16 pouces. Voilà, les modèles Pro, je rappelle, hein, c'est 14 et 16 pouces, et les modèles MacBook Air, c'est 13 et 15 pouces. Voilà. Donc, usage polyvalent, vous ne savez pas lequel acheter, quelle puce choisir, M3, M4, M5. On en trouve maintenant, j'ai vu dans les annonces, hein, vous pouvez acheter un M4 à 750 euros. Voilà, un MacBook Air M4, 750 euros, 16 Go de RAM, 256 Go de stockage, c'est peu, mais enfin, c'est un départ. Hein. Après, vous ajoutez derrière un SSD USB-C, ben, vous avez une machine de production parfaite. Donc M3, M4, M5, on garde ça bien en tête. Si on ne sait pas quoi choisir, voilà. On part sur un profil qui va durer bien 5-6 ans. Hein. On n'aura pas besoin de changer de machine en cet espace-là. Et c'est ce qu'il faut noter. Alors, en termes de synthèse, qu'est-ce qu'on peut dire? La meilleure puce, c'est laquelle? Ben, c'est celle qui vous empêche d'y penser. Autrement dit, ça veut dire que, ben, qu'est-ce que vous voulez en termes d'utilisation? Une machine qui ne rame pas, je vous rassure, hein, du M1 au M5, c'est pour les faire ramer, il faut y aller vraiment fort dans les tâches. D'accord? Donc elles vont toutes vite, une machine qui ne rame pas, une machine qui va vite. Et le progrès, il est là, entre du M1 au M5, il y a un progrès, comme je l'ai déjà dit, je vous ai donné les écarts en pourcentage approximatif, il y a un progrès notable entre chaque génération. Chaque année, il y a une marge de progression, ça je l'ai dit. Mais est-ce que ça vous concerne, réellement? Ça vous concerne, oui, si vous estimez que votre machine, elle traîne la patte, mais si vous estimez que votre M2, il fait tout comme vous le voulez, et que vous ne sentez pas le ralentissement, vous pouvez rester avec votre M2 encore 5 ans, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, ça aussi, il faut le dire aux gens, hein. C'est pas la peine d'acheter la dernière puce sortie, parce que c'est la dernière. C'est comme pour les iPhones. Hein. Si vous savez, vous avez un iPhone, j'ai n'importe quoi, un iPhone 15 Pro, rien ne vous oblige à passer au 16 Pro ou au 17 Pro. Si vous avez tout déjà dans le 15 Pro, ça sert à rien. Voilà, ça sert juste comment dirais-je, à améliorer les chiffres d'affaires d'Apple, hein, c'est tout. Hein. Mais vous, en termes de gains, vous allez quasiment rien voir. Quoi. Sauf si vous passez à la limite, on va dire, sur un écran 120 Hz, ou comme ça, des petites touches comme ça, des petites améliorations, mais rien de fondamental, quoi. Et à force de toujours vouloir mieux, on oublie que chaque mise à jour, ça coûte de l'argent, des ressources, du carbone. Donc, est-ce que 20% de vitesse, ça vaut 100% du neuf? À chacun sa réponse, quoi. Voilà. Moi, c'est ce que je dis. Hein. Je laisse ça à chacun de voir. Ensuite, la technologie avance, c'est son rôle. Bon, mais notre rythme à nous, il peut rester humain. Ce qui compte, c'est pas de tout faire plus vite, c'est d'avoir le temps pour ce qui compte vraiment.
Alors, donc voilà, je prends le temps de faire mon montage vidéo, j'y consacre, par exemple, 40-45 minutes. Voilà, c'est pas parce que je gagne 1 minute 22 de la puce M4 à la puce M5 que je dois changer, quoi. Il faut être sérieux quand même. Voilà, donc bah maintenant, on attend la révolution, peut-être que ce sera la puce M6, j'en sais rien. Ou bien la M5 Pro, ou la M5 Pro Max. Mais bon, ça c'est des gros gabarits déjà. C'est déjà la M5 de base, on est déjà sur du bon gabarit en termes de rapport performance qualité-prix. On est déjà sur quelque chose de très puissant. Donc on va faire une petite pause entre deux clics. Voilà, donc moi c'est à peu près ce que je vois par rapport à tout ça. Vous voyez, c'est ça. Donc j'ai essayé de dresser des profils d'usage pour vous par rapport à tout ça. J'espère que vous avez pu un petit peu comprendre tous les profils que j'ai pu établir. Voilà, et que vous êtes plus à même, en ayant écouté ce podcast, de savoir quelle puce vous correspond, dans le fond. Voilà. Alors, oui, comme je l'ai dit, hein, on lit bien la fiche technique, il n'y a pas de souci. Ah bah oui, aussi, en parlant de fiche technique, ça aussi. Je suis un peu surpris de voir que les dernières puces Apple Silicon M5 ne disposent même pas encore de Wi-Fi 7. Alors ça, je suis un peu... entre le... Que je dise pas de bêtises, hein, entre la puce, je vérifie en même temps, entre la puce M3, M4 et M5, le Wi-Fi n'a pas évolué, hein, si je me trompe pas. Attendez, je vérifie en même temps en temps réel, là. Mais si on est toujours sur les anciennes générations de, par exemple, de puces Wi-Fi. Le Bluetooth, je crois que lui, il a évolué, mais le Wi-Fi, on n'est toujours pas sur du Wi-Fi 7. Alors, est-ce que le Wi-Fi 7 va arriver sur des MacBook Air M5? J'en sais rien. Ou est-ce qu'il va falloir attendre la puce M6 pour avoir du Wi-Fi 7 chez Apple? Ça, je me pose vraiment la question. Là, je trouve ça vraiment... là, je regarde en même temps. Je vais regarder en même temps le 3, le 4. Alors, le Wi-Fi, bon, c'est ce que je disais. Donc, l'autonomie n'a pas bougé non plus. On est toujours sur des autonomies de 18 heures d'autonomie pour les puces, en moyenne. Hein. Et concernant ce que je disais, le Wi-Fi, voilà. Sur le M2, on était en Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3. Sur le M3, on passe au Wi-Fi 6E, Bluetooth le même, 5.3. Et sur le M4, on est toujours en Wi-Fi 6E. Et le M5, je vais confirmer ça, le M5, on est aussi en Wi-Fi 6E. Donc voilà, et en Bluetooth 5.3. Il n'y a rien qu'à changer en fait, au niveau du sans fil. Alors, donc là pour ça, il n'y a rien. On est toujours sur les mêmes caractéristiques. Hein. C'est toujours l'USB-C. Non, il n'y a rien qui change. En fait, le cockpit, c'est-à-dire le boîtier, le form factor du MacBook reste le même, que ce soit du Air ou du Pro, à partir du M2 bien sûr. Le form factor reste le même. Le Wi-Fi n'a quasiment pas évolué, hein, parce que ouais, c'est ça. Hein, le M1 au départ, on était sur du, que je dise pas de bêtises. Le M1, on était sur du, ouais, c'est ça. Depuis le M1, on était sur du 6 aussi, donc on n'a pas beaucoup évolué. Hein. Du 6, on est passé au 6E, au M5. Donc on n'a pas beaucoup évolué. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Le nombre de moniteurs qu'on peut... Ah oui, ça aussi. Le nombre de moniteurs qu'on peut connecter a aussi progressé. Voilà, on peut connecter, je crois, entre 2 et 3 moniteurs externes à son MacBook. Ce qui est quand même pas mal. Le premier, c'était plus compliqué, le M1. D'accord? Ça aussi, si vous travaillez sur 2 moniteurs, enfin du montage, 2 ou 3 moniteurs, il faut commencer à aller vers des puces M3, j'avais dit. Hein. Mais là où on peut brancher plusieurs moniteurs, c'est très important pour le travail dans de bonnes conditions. Voilà, les SSD n'ont pas changé, on est toujours ouais c'est ça, on est toujours de 256 Go à 256 Go à 2 Tera au M4, et récemment on est passé au 4 Tera pour le M5 au maximum. Voilà, ouais c'est ça, grosso modo. Donc je pense que j'ai bien tout décrit. Je pense que j'ai apporté des réponses. Donc si vous ne savez pas
quoi acheter en fonction de ce que vous faites. C'est vos usages qui définissent, c'est vos usages qui définiront quel puce choisir. Et c'est pour ça que j'ai créé ces profils approximatifs, bien sûr. Parce que, hormis les usages que j'ai définis là, je ne vois pas quels autres usages on pourrait... Voilà, n'importe quel match, vous pouvez écouter de la musique sur n'importe quelle puce, voir des films sur n'importe quelle puce, faire de la bureautique sur n'importe quelle puce. Et le gros le gros, là, on va dire, c'est le développement et le rendu, le 3D et compagnie. Donc là, c'est là où il faut aller migrer vers du M4, M5, comme je l'ai dit. J'espère que tout le monde a tout bien compris. Et merci à vous d'avoir suivi le tutoriel et le super podcast macplanet.com.